Hey, salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga, le temps d'un matcha. Aujourd'hui ce sera un épisode review sur One Piece, et du coup on va reprendre donc à partir de la dernière fois, donc ça va du chapitre 1083 jusqu'au dernier qui est sorti à ce jour, à savoir le 1088. Alors, comme d'habitude, si tu ne veux pas être spoilé, je t'invite à ne pas écouter ce podcast, mais du coup quand même tu peux aller faire un tour sur ma page Insta, donc Matcha Manga, pour aller voir les autres articles. Et je t'invite aussi, si tu le peux, à aller gratuitement donc, sur l'application Glénamax ou alors Manga Plus, afin de suivre en même temps le déroulement des chapitres, si tu le souhaites, et si tu peux. Donc petit rappel, au chapitre donc 1082, on se laissait sur une fin avec une réunion des hauts gradés des révolutionnaires, donc à savoir Dragon, Iva et Sabo, qui étaient de retour de son périple à Maréjoie, et surtout de l'île de Roroutias, donc si ma mémoire est bonne, qui s'était fait exploser donc par Im-sama. Im, tu l'appelles comme tu veux, c'est vrai que suivant les traductions, pour le moment, je sais pas trop, enfin officiellement, je sais pas trop comment on le dit. Alors, sur le chapitre 1083, alors, je vais laisser passer le tram, comme d'habitude. Alors, au chapitre 1083, donc, pour commencer, on a un récap des 3 objectifs des révolutionnaires lors de leur pseudo-coup d'état. Donc le premier c'est de libérer Kuma, leur camarade donc, qui a été fait prisonnier d'un dragon céleste, et en plus de Kuma du coup ils veulent sauver aussi le plus d'esclaves possible. Le deuxième c'est de déclarer la guerre au gouvernement mondial, donc ça je pense que c'est relativement fait. Et le dernier c'est de détruire les stocks de vivres. Voilà, pour faire un coup d'état afin afin que Marie-Joie soit vraiment reclus sur elle-même, quoi, et sans possibilité autre. D'ailleurs, du coup, ils dévoilent aussi leur stratégie d'amenuiser petit à petit donc les ressources de Marie-Joie en attaquant donc les différents transporteurs, mais aussi en ralliant à leur cause les pays qui payent tous de lourds tributs donc aux dragons célestes. On apprend aussi l'existence d'un nouveau groupe de soldats, donc les chevaliers divins, qui seraient à la horde des dragons célestes. Donc pour le moment, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est comme le Sword, donc des personnages dont on a déjà connaissance, mais qui ferait partie de ce groupe, ou alors encore l'apparition de nouvelles forces. Bon, si jamais on est dans la deuxième option, personnellement je trouvais pas forcément ça nécessaire, vu qu'il y a déjà donc les plus gros amiraux en fait qui protègent donc tout ce qui est Marie-Joie, Dragon Céleste et tout ça. Mais bon, on verra bien ce qu'il en est. Et du coup, en troisième partie de ce chapitre, on a enfin le flashback tant attendu de ce qui s'est vraiment passé à Marie-Joie. Donc je te passe un petit peu toute la partie combat entre les amiraux, les révolutionnaires, une partie du CP0 aussi qui était en charge de la protection des hautes instances. Et du coup tout cela pour arriver à la partie où l'on voit Cobra. Je rappelle, Cobra c'est le père de Vivi et le roi d'Alabasta, qui va demander audience au Conseil des 5. Pour le moment, on ne sait pas trop encore pourquoi, mais de base, on sait déjà qu'il s'est passé une dinguerie, donc maintenant, reste à savoir le contexte de celle-ci. On va directement passer au chapitre 1084, donc qui est la suite directe de l'autre chapitre, où on est toujours avec Cobra, donc qui fait face au Conseil des Doyens, et il va les questionner notamment sur le destin de l'ancienne reine, donc Nefertari Lili, une des pionnières il y a 800 ans, donc des fameux dirigeants, en fait, qui ont laissé leurs armes pour s'unir et former le gouvernement mondial, ou plus exactement, donc en fait, c'est les gens qui sont devenus les dragons célestes. Sauf que à l'époque, elle avait refusé ce statut pour retourner justement dans son pays, avec son peuple et tout ça. Le petit souci, c'est que son pays, elle va jamais le retrouver. Et c'est pour ça que Cobra se pose la question. Sachant que ça, du coup, après cette scène, elle est entrecoupée d'une petite dinguerie quand même. Donc il va mettre en scène la princesse Shirahoshi, donc la fameuse sirène XXL qu'on avait vue, qui s'était fait kidnapper donc par un dragon céleste, aidé du coup de son fameux esclave, donc l'ancien roi tyran, donc Bartholomew Kuma lui-même. Et c'est à ce moment-là en fait que surgissent donc Léo des Tontata et Sai aussi de l'équipage de la horde de Luffy plutôt, et qui vont littéralement laminer cette énorme crapule. Les deux sauveurs du coup, donc là je le rappelle, qui étaient donc à Marie-Joie en tant qu'escorte et dirigeant respectivement. Donc escorte pour Léo et dirigeant pour Sai, de je sais plus quel truc de la marine là, j'ai arrêté de me rappeler de tous ces noms là. Et du coup bon, ils font aussi partie de l'escouade de Luffy, donc ça on le savait déjà.
S'ensuit après le sauvetage de Kuma par le révolutionnaire géant là qui peut créer des galeries qui s'appelle Morley, voilà. Donc là après du coup non seulement ils explosent le dragon céleste, mais en plus ils arrivent à sauver Kuma en même temps, donc bien joué pour les révolutionnaires. C'est sur scène de fin, donc on retourne sur Cobra, qui est toujours donc face au Conseil des Cinq, et du coup tu as l'apparition absolument inattendue donc de Im sur le trône, le fameux trône censé être inoccupé. Donc là le Cobra il est complètement abasourdi, il se dit mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et du coup quand on connaît du coup l'importance de ce personnage qui est si secret, on finit un petit peu par se douter de la suite qui va attendre le roi d'Alabasta. On sent bien que suite à cette apparition, le bonhomme il va vite... pour le moment il est là, mais il va vite plus être là. Hein. Bon. On passe maintenant au chapitre 1085, donc c'est des chapitres un peu qui se suivent, hein, qui vont vraiment mettre du contexte et un peu de scénario, enfin qui vont faire avancer un petit peu le scénario dans tout ça quand même, donc c'est plutôt cool. Donc au chapitre 1085, je vais faire un petit peu plus bref. Donc au niveau des révélations, donc qu'est-ce qui se passe dans le chapitre, on a donc Im, donc moi je vais l'appeler Im, ce sera plus simple, du coup qui aurait le même nom que l'un des anciens fondateurs, il a 800 ans, du gouvernement mondial. Donc, est-ce que ce serait le même? Est-ce qu'il aurait eu accès à l'immortalité par hasard, grâce aux fruits du bistouri à l'époque? Est-ce que c'est un descendant direct de ces gens-là? On ne sait pas trop. On a aussi des informations sur le dé, donc le dé qui serait le nom de l'ancien ennemi de Imu. Même constat aussi que tous ceux qui possèdent cette lettre, qui seraient donc issus peut-être du même gars, ou de la même personne en tout cas. Est-ce que ce sont des descendants directs, indirects? On sait pas, peut-être ils sont tous cousins, peut-être c'est juste quelque chose qui s'est greffé comme ça, pour le moment on sait pas trop. Et du coup aussi en gros donc, que la reine Lily serait plus ou moins à l'origine des principales menaces pour le gouvernement, que ce soit la propagation du dé, mais aussi de la dispersion des poneglyphes qui a engendré les vagues de piraterie au fil du temps. Et dernière aussi grosse révélation, c'est que son vrai nom complet ce serait Nefertari de Lily. Voilà. Suite à cela, donc en fait, Im il va péter un câble, il va déclencher des attaques un petit peu étranges quand même sur Cobra, qui va se faire sauver in extremis par Sabo, qui s'était discrètement introduit dans le palais. Donc combat entre Sabo, ensuite après, entre Sabo et des espèces de formes démoniaques ou monstrueuses. Dans l'idée, on sait pas vraiment si ce sont les doyens qui se sont transformés, si ce sont des monstres du palais, est-ce que c'est un pouvoir quelconque en plus. Bon, pour le moment, c'est vraiment très très flou. En tout cas, pour moi, j'ai pas lu ni vu masse théorie sur le sujet. Enfin, je m'en suis pas intéressé en tout cas. Par contre, ce qui est à noter, c'est que ces espèces de formes monstrueuses sont suffisamment quand même fortes pour empêcher Sabo de quitter l'endroit avec Cobra sur son dos, et en plus de lui infliger des sacrées blessures, ce qui est quand même assez extraordinaire quand même, parce que du coup, on rappelle, Sabo c'est quand même le deuxième de l'armée révolutionnaire, il a juste un haki qui est juste surpuissant, qui a largement pu tenir tête à un amiral par exemple, et en plus, on va pas oublier son pyrofruit, ce qui le met quand même assez haut quand même au niveau du pouvoir dans la piraterie quand même. Hein. Sur la dernière partie, on va en apprendre un petit peu plus sur l'état de Vivi, qui était détenu par le CP0, et qui se fait sauver par la suite par le roi Wapol, voilà, les retrouvailles entre les deux. Donc Wapol qui prenait ses jambes à son cou après avoir aperçu la scène entre Cobra et les hauts membres du gouvernement. Donc pour le moment, le bonhomme, il est juste en train de fuir et de manger un peu tout ce qui de manger les murs pour fuir le plus vite et le plus loin possible. Donc dans ce chapitre, de nouveau, plein de révélations. J'avoue qu'on sent un petit peu quand même la volonté d'Oda de rajouter du grain à moudre à son intrigue de fond, car le temps passe en vrai, hein, et il serait quand même temps d'avancer, car j'ai quand même envie de le rappeler que juste avant, c'est quand même tapé des batailles infinies au niveau du pays des Oa, même s'il y a eu pas mal de révélations aussi tout au long de ces combats, hein, mais bon, c'est vrai qu'avancer un petit peu dans le scénario, ça fait plaisir. Alors, sur le chapitre ensuite 1086, on va passer directement du coup avec l'annonce de la disparition de Nefertari Cobra, donc ça
c'est dit officiellement. On voit aussi un petit peu tous les fuyants qui vont partir de Marie-Joa. Donc d'un côté, tu as Vivi et Wapol qui vont aller dans un royaume qui s'appelle Aegis. Tu as Sabo qui est très amoché, qui lui va aller vers Rorussia, donc ça on le savait. Et tu as aussi Bonnie qui était qui était là-bas aussi, qui va aller dans un pays qui s'appelle Tajin. On sait pas trop ce que c'est encore, mais on sait en tout cas qu'il avait retrouvé Luffy et ses amis après dans le pays de Vegapunk. Par la suite, on a la volonté de Im, ou du coup là, dans la traduction cette fois-ci c'était Mu. Bon, voilà, on sait toujours pas ce que c'est, hein. Enfin on sait toujours pas son nom officiel. Qui va donc décider d'utiliser une espèce d'arme conçue par Vegapunk sur l'île de Rorussia, donc qui était la destination de Sabo, hein, on s'en souvient. Et enfin, on a le nom de chaque doyen. Bon, ça, j'avoue qu'on s'en fout un petit peu à ce stade, hein, surtout que, j'ai pas vraiment noté de lien, mais on sait en tout cas leur domaine de prédilection, donc soit l'économie, la finance, tout ça. Mais je pense pas que ce sera très utile de le savoir par la suite, hein. Suite à cela, du coup, on va retourner au présent, où on en apprend un petit peu plus sur les actions de Sabo, donc à Rorussia, mais aussi des déclarations de Hiva, sur la coïncidence donc entre le nom de Im et donc l'un des illustres rois d'il y a 800 ans, donc il fait un petit peu le même lien que Cobra l'avait fait, et aussi sur le fameux phénomène d'immortalité, donc ça j'en parlais un petit peu avant, et en effet du coup pour le savoir, est-ce qu'il est possible de le faire, ou alors est-ce que il faut, je reprends. En fait, si on sait que le pouvoir du fruit du bistouri peut donner l'immortalité, ça veut bien dire que quelqu'un l'a déjà fait auparavant. Parce que si personne n'a jamais testé, ça on sait pas. Voilà. Donc est-ce que ce serait le premier cas d'immortalité justement ? Eh ben, faire à suivre peut-être. On finit sur le chapitre sur l'apparition d'un des fameux chevaliers divins qui s'appelle donc Saint Figarland Garling, pas facile à prononcer, donc il se trouve être le commandant suprême de cette escouade, et qui a rendu le jugement de la trahison de Don Quichotte Miogarde, en l'exécutant tout simplement. Donc Don Quichotte Miogarde, je rappelle, c'était le dragon céleste qui avait pris la liberté d'aider les hommes poissons, justement, à sauver la princesse Shirahoshi, en se dressant du coup devant son confrère. Il me semble qu'il avait mis une grosse baffe aussi à l'époque. Donc par ce biais, on sait donc que les chevaliers divins peuvent rendre justice envers un peu n'importe qui et n'importe quoi, donc sans être poursuivis par la suite. Donc on se doute qu'ils sont peut-être directement liés aux 5 doyens, sans toutefois connaître leur véritable puissance, ni pourquoi ils ne sont pas intervenus lors du coup d'état, donc des révolutionnaires. Est-ce qu'ils sont juste directement liés à certaines personnes et le reste ils s'en foutent, je sais pas. Passons maintenant au chapitre 1087, cette fois-ci on va quitter le côté des révolutionnaires pour retrouver Garp et son intrusion au QG de Barbe Noire, donc à savoir sur l'île de la Ruche. Que dire sur ce chapitre ? Déjà tu as Garp qui va défoncer un petit peu tout le monde jusqu'à ce qu'il sauve Kobe d'une attaque surprise invisible de Shiryu de la pluie. Donc Shiryu c'était l'ancien directeur de Impel Down, un mec un petit peu chelou là, qui avait pu voler donc le fruit du démon d'un des spires de Moria. Celui qui avait une tête de lion là, donc je me rappelle plus vraiment le nom. Donc en gros, Shiryu il arrive, petite attaque surprise invisible donc. Tu as Garp qui l'avait quand même senti, et il sauve Kobe et il se prend un énorme coup d'épée dans le bide, hein, tout simplement. Après tu as un petit flashback qui nous en apprend aussi un petit peu plus sur la relation entre Kuzan, tu l'appelles comme tu veux quoi, et Garp, notamment avec une scène que je trouve vraiment très bien faite. Donc quand tu as Garp qui tabassait des navires à main nue, et après tu vois l'évolution de son disciple au fil du temps, donc uniquement avec les onomatopées, des bruits de frappe, donc qui est de plus en plus gros. Donc au début par exemple t'avais un énorme boom, et après tu avais juste le petit beam, tu vois, et puis avec un high, parce que ça fait mal de frapper des navires, sans haki, je rappelle. Donc ça c'est plutôt stylé, j'avoue quand même. Et après tu as le chapitre qui se clôt assez rapidement, donc sur l'illustration du pouvoir de Pizarro et son fruit de l'île qui lui permet de créer des énormes membres qui lui serviront à exploser les navires au large, donc notamment celui de Garp, enfin il va vouloir le faire en tout cas. Un pouvoir qui fait d'ailleurs vite fait penser à celui de la roche de Pika, à Dressrosa.
qu'il faisait aussi passer pour une espèce de titan, vu que Dressrosa était intégralement constitué de pierre. Donc j'avoue que le lien se fait un petit peu facilement entre les deux. Ce que j'ai trouvé de ce chapitre, c'était un chapitre assez rapide quand même, avec un bon renversement de situation. Honnêtement, moi je pensais pas que Garp aurait pu se faire blesser de la sorte, même si bon, c'est clair qu'il a fait le cow-boy quand même en connaissance de cause, vu qu'a priori Kuzan et lui ont à peu près donc, le même degré de puissance physique. Et ça, c'était surtout sans compter tous les autres membres de l'équipage de Barbe Noire qui sont quand même pas des manchots non plus, donc j'avoue qu'il avait fait un petit peu le cacou en allant directement sur l'île et tout seul, et puis en mode je vous prends tous, quoi. Bon, je croise quand même les doigts pour le super papy, mais j'avoue que là ça commence à sentir un petit peu mauvais. Et enfin, le chapitre 1088, donc là on a directement les marines qui vont tenter de s'enfuir de l'île pendant que Garp va prodiguer ses instructions pour le déroulement des actions, et il va juste tout simplement ordonner à Koby d'exploser l'immense bras de Pizarro qui menace le navire. Donc c'est un petit peu étonnant quand même, parce que le bras est vraiment gigantissime, hein. Mais il semble quand même avoir bien confiance en son disciple. Bon, on doute forcément de la suite, mais bon voilà. On est un petit peu surpris quand même au début. Après, tu as une nouvelle action masterclass du vieux qui va envoyer un énorme punch sur le crâne principal donc de l'île, toujours constitué de Pizarro. Et je vais te le donner en 1000, bien sûr. Ce qui va suivre, donc, c'est l'énorme frappe monumentale de Koby, qui est non seulement chargée de haki de l'armement, mais aussi de haki des rois, parce que du coup, on voit les petits éclairs bien significatifs et bien distinctifs donc de l'utilisation des deux d'un coup, toi. Donc ça fait plaisir quand même de savoir que Koby va atteindre ce niveau, parce que du coup... alors, bon, j'espère que le bruit va pas trop être gênant, là. Donc ouais, ce que je disais en fait, c'est que je sais plus vraiment si ça avait été teasé quelque part, mais de mémoire en tout cas, à part l'éveil au acquis de l'observation de Koby, donc pendant la grande guerre de Marineford, il me semble pas que cela avait été dit, qu'il ait le acquis des rois. Et d'un autre côté, vu que le petit gars quand même il ambitionnait de tenir tête à Luffy qui voulait devenir le roi des pirates, j'estime quand même que c'est la moindre des choses pour que il ait aussi le acquis des rois de son côté. Donc pour finir le chapitre, on tombe sur un Garp qui a fermé la marche aux pirates, du coup afin que ses protégés puissent partir sereinement. Mais par contre le petit souci c'est qu'il se retrouve en sacrée mauvaise posture, parce que du coup on le retrouve avec un énorme pieu de glace dans le vide, donc qui s'est fait littéralement éclater en fait par Kuzan, et en plus il est juste totalement encerclé par les pirates de Barbe Noire. Par la suite il a été noté comme disparu par le narrateur, qui nous rappelle aussi que ce combat était concordant donc avec le retranchement de l'équipage de Luffy sur l'île de Egghead, donc que l'on retrouvera très certainement dans le chapitre 1089. Donc moi en vrai je me questionne quand même beaucoup sur la suite des événements, notamment par rapport à ça, parce qu'en vrai pour moi c'est juste impossible que Luffy il laisse passer cette histoire, car après tout on parle vraiment de son papy là. C'est son papy qui l'a élevé, qui l'a éduqué, pas qui lui a appris la vie, mais ça doit être c'est quand même plus ou moins la personne la plus proche de sa famille en fait qu'il a. Et là il s'est juste fait capturer par l'équipage de Barbe Noire, et je rappelle quand même que c'est quand même aussi Barbe Noire qui avait vaincu et livré Ace à la marine. Donc pour moi c'est quand même compliqué d'imaginer qu'il va rien faire, même si bon d'un côté j'imagine pas une opération de sauvetage comme ce qui a pu se passer à Impel Down, mais j'envisage surtout un Luffy vraiment en mode très vénère, très sérieux, qui va juste dire bon, les gars, il est temps d'aller montrer à ce bonhomme là-bas c'est qui le patron, parce que là c'est plus possible quoi. Et peut-être avec une possible intervention de Shanks au passage, ou quelque chose du genre, mais pareil aussi Shanks à un moment il va falloir qu'il aille en découdre avec Barbe Noire, parce que c'est quand même le bonhomme qui a un peu fait basculer l'ordre des choses, et qui l'a aussi potentiellement, plus que potentiellement, qu'il a aussi fait sa putain de cicatrice au visage. Et Shanks il en garde, j'en rappelle, un très très mauvais souvenir. Le bonhomme il a quand même la mort. Et il a la bon, très, très bon chapitre encore une fois, pas mal de petites péripéties qui ont pris fin. Bon, comme d'habitude, j'ai quand même hâte de lire la suite. J'espère que toi aussi. Sinon, j'espère aussi que ce podcast va passer à sa fin. J'espère qu'il n'a pas été trop long et que j'ai été assez intelligible. J'espère aussi que
ce format te plaît. J'avoue que j'avais hésité un petit peu à faire vraiment un très court résumé en vrai de la partie Marie-Joie, puis la partie Garp. Là j'étais un petit peu plus exhaustif, mais j'espère que ça te plaira et que ça t'aura plu. Comme d'habitude, je t'invite aussi à passer sur ma page Instagram, donc Matcha Manga, donc sur laquelle j'aurais fait un petit article. N'hésite pas à me laisser ton petit commentaire ou à me le dire en MP ou n'importe quoi. Et puis voilà, je rappelle aussi que donc, ce podcast, tu peux le retrouver un petit peu partout. Voilà. Et ben écoute, maintenant j'espère que on va se retrouver très bientôt. Je vais reprendre un petit peu plus sérieusement donc l'apparition de autant mes articles que du podcast. Là c'était un petit peu les modes vacances, donc ça fait du bien. Et voilà. Écoute, je te souhaite une très bonne journée à toi, et puis ben à la prochaine. Salut salut.